Bonjour à tous et merci de m'accueillir à Epitech Montpellier. C'est plutôt cool. On va parler d'un sujet assez sympa, on va parler d'enclave sécurisée. Je sais qu'il est 14 heures, que vous venez tous de finir de manger, vous allez un peu digérer, donc accrochez-vous, ça va aller un peu vite. Mais globalement, la présentation devrait s'adapter pour tout le monde, donc voilà, vous pouvez tous prendre quelque chose dans cette conf. Donc, moi je m'appelle Corentin Morse, je suis ingénieur logiciel chez Dashlane. Alors Dashlane, ça a dû vous être introduit dans les conférences juste avant, on m'a dit. Donc c'est un gestionnaire de mots de passe, donc considérez ça comme un vault numérique dans lequel vous pouvez stocker des informations. Ces informations, ça va être majoritairement des mots de passe, vos cartes bancaires, votre adresse, etc. Et le gros avantage d'un gestionnaire de mots de passe comme Dashlane, c'est que ça va pouvoir remplir automatiquement tous les formulaires que vous avez dans vos navigateurs, mais ça aussi sur votre téléphone. Et il y a plein d'autres fonctionnalités comme partager des mots de passe. Voilà, vous voulez partager votre mot de passe Netflix avec vos proches, bah vous pouvez le faire avec Dashlane, etc. Voilà, c'était la petite introduction de l'entreprise. On va parler d'un sujet du coup un peu plus technique qui s'appelle les enclaves sécurisées dans le cloud. Et je vais vous montrer ça, comment on a utilisé cette techno dans le monde réel, pour de vrai. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous introduire un peu ce que c'est les enclaves sécurisées. Ensuite, je vais vous parler d'une problématique produit qu'on a eue chez Dashlane. Ensuite, je vais vous parler un peu de comment on fait la recherche et le développement chez Dashlane, on va dire en entreprise. Ensuite, je vous parlerai d'une étude de cas, donc voilà, une problématique technique cette fois qu'on a eue. Et j'ouvrirai avec tout ce qu'on pourrait faire avec cette technologie dans le futur. Alors, les enclaves sécurisées, qu'est-ce que c'est? C'est des composants sur, on va dire, des cartes mères ou des processeurs qui sont conçus pour protéger des informations et des opérations sensibles. Donc ça va être majoritairement des clés cryptographiques et ça va être des opérations de cryptographie. Ces composants, ils sont totalement isolés sur le système, c'est-à-dire que personne, pas même le fabricant, peut accéder à ce qu'il y a dans la mémoire ou dans ce qui est processé à l'intérieur du composant. Donc on ne peut pas accéder à ces informations-là. Pour accéder aux informations, il faudrait carrément détruire le composant en général. Les enclaves sécurisées, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous en avez sur vos ordinateurs depuis un bon moment maintenant. Ça va être dans les processeurs Intel qui s'appellent les SGX, ça va être les AMD TrustZone aussi. Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation Windows, pour ceux qui utilisent Windows, Windows 11 vous demande d'avoir un TPM 2.0, ça veut dire Trusted Platform Module, et un TPM, c'est une enclave. Les TPM, notamment sur Windows, sont utilisés pour faire un truc qui s'appelle le Secure Boot. Alors pas que ça, mais le Secure Boot en particulier. Vous l'avez sûrement désactivé si vous avez installé Linux, c'est bien. Le Secure Boot, à la base, ça sert à s'assurer que les composants et l'intégrité du système restent le même à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur. Donc si quelqu'un a altéré soit le système d'exploitation ou soit l'un des composants, votre ordinateur normalement devra refuser de démarrer grâce à ce Secure Boot. Vous en avez aussi dans votre poche, puisque les téléphones ont aussi, pour la majorité maintenant, des enclaves. C'est le cas pour tous les téléphones de la gamme Apple, c'est le cas pour la majorité des Android maintenant, mais pas les anciens. Et c'est utilisé pour faire plein de choses, comme les paiements en NFC, déverrouiller votre téléphone. Parce que par exemple, une empreinte digitale, donc du biométrique, converti pour déchiffrer le disque de votre téléphone, et on a besoin d'une enclave pour faire ça, pour convertir de la biométrie en une clé utilisable après. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est plus nouveau par contre dans le cloud, et je vous l'expliquerai un peu plus tard pourquoi. On va parler un peu technique, attention. Je vais vous montrer un exemple d'enclave de chez Apple. C'est parce que c'est eux qui ont la meilleure documentation globalement là-dessus, et je pense que c'était assez simple de l'expliquer. Vous avez donc sur ce schéma deux processeurs. Vous avez le processeur principal, le processeur d'application qui est en haut à gauche, et vous avez en dessous l'enclave en elle-même avec son processeur qui lui est séparé. À l'intérieur de ce processeur, il y a un transistor dans lequel, à la fabrication du composant, on a gravé à l'aide d'un logiciel un identifiant unique secret qu'on va appeler UID. Et ce composant, en fait, ce transistor et cette clé qui a été gravée, en fait, va servir de base à la génération de
tous les autres secrets qui vont être utilisés dans cette enclave, et il va être utilisé pour toutes les opérations cryptographiques qu'on va faire après avec. Le gros avantage de ce procédé, donc qui est un procédé logiciel comme je l'ai dit, c'est que ni Apple, ni ses fournisseurs, ni le fabricant du composant ne peut savoir ce qui a été gravé à l'intérieur du transistor. Donc du coup, à moins de détruire le composant encore une fois, on ne peut pas accéder à ce secret-là. C'est vraiment la base de sécurité des enclaves ici. Les enclaves, elles comportent un certain nombre de sous-composants qui sont plutôt intéressants. Vous avez un TRNG, donc c'est un True Random Number Generator. Donc c'est un générateur tout simplement de nombres aléatoires. Ça va gérer de l'aléatoire basé sur l'entropie du système et ça va notamment vous permettre de générer des clés. Vous avez un moteur AES, ça c'est pour faire des opérations cryptographiques symétriques. Et vous avez, ça c'est spécifique plutôt à Apple, un PKA pour Public Key Accelerator. Et ça va vous permettre de faire des opérations cryptographiques asymétriques cette fois. Donc voilà, on a tout un ensemble de composants qui nous permettent de faire des opérations, de générer des nombres et d'utiliser en fait ce processeur dans l'enclave de manière totalement isolée du reste du système. Mais parfois, on va avoir besoin de stocker des informations de manière chiffrée et on n'a pas de mémoire réellement intégrée à l'intérieur de l'enclave. Donc du coup, on va utiliser tout simplement la mémoire que vous avez sur le reste de votre système. Donc que ce soit du stockage flash NAND ou en fait d'autres disques durs plus persistants. Et de la même manière, quand on va avoir besoin de stocker des informations en mémoire, on va la stocker chiffrée dans la RAM pour pouvoir l'utiliser à la volée. Donc pour ça, en fait, on va faire le chiffrement dans l'enclave et on va envoyer tout simplement les informations protégées dans les différents stockages. Parfois, on va avoir besoin de faire des opérations un peu plus longues, de chiffrer par exemple beaucoup plus d'informations. Et ça, le processeur de l'enclave, il reste tout petit quand même, c'est un petit composant. Donc il ne peut pas se permettre de faire tout ça. Donc ce qu'a fait Apple dans ce cas-là, c'est qu'ils ont mis un moteur AES aussi à côté du processeur d'application principal. Et ils ont juste tiré des fils sur la carte pour envoyer la clé de chiffrement au moteur AES. Et donc du coup, il va pouvoir déléguer au processeur d'application principal toutes ces opérations de chiffrement. Dans les modèles plus récents, les enclaves ont accès à une mémoire non volatile sécurisée avec un bus I2C. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais de la même manière, en fait, c'est un stockage où il n'y a que l'enclave qui a des fils pour y accéder. Et donc, du coup, elle va pouvoir stocker des informations, notamment stocker des clés que vous auriez générées au préalable dans l'enclave pour ne pas aller les mettre dans une autre mémoire, ou tout simplement stocker le système d'exploitation de l'enclave, puisque l'enclave a elle-même son propre système d'exploitation. Chez Apple, ça va s'appeler SEP-OS, S-E-P-O-S. Notamment, ce SEP-OS, il va permettre de faire du secure boot, tiens. Donc voilà, s'assurer que l'enclave n'a pas été altérée avant de démarrer toutes les opérations qu'on peut faire dessus. Donc voilà, c'était un petit tour de comment ça marche dans les enclaves de chez Apple. Et maintenant, je vais vous présenter un peu plus rapidement comment ça marche dans le cloud, puisque plus récemment, notamment AWS, donc Amazon, ont sorti un système d'enclave dans le cloud. Alors, le concept est assez simple. Vous avez un host, donc eux, c'est ce qu'ils appellent un host EC2, pour Elastic Compute 2, parce qu'il y avait bon, bref. Du coup, imaginez juste un serveur sur lequel vous avez un hyperviseur, c'est-à-dire un système qui est capable d'orchestrer des machines virtuelles ici. Et vous allez pouvoir lancer un certain nombre d'instances que vous voulez. Là, vous en avez deux dans ce schéma-là. Vous avez l'instance A et l'instance B. Et ces machines virtuelles, elles peuvent appartenir à des clients différents, donc par exemple à Dashlane et à une autre entreprise. Et évidemment, vous ne voulez pas que le processeur et la mémoire soient partagés, parce que vous pourriez avoir de la fuite d'informations entre plusieurs clients. Et donc du coup, ils ont créé un système qu'ils appellent le Nitro Hypervisor, qui va tout simplement totalement isoler la mémoire et le processeur entre les différentes instances. Et là, ils ont été malins, ils se sont dit, si on peut faire ça entre plusieurs instances, on va pouvoir créer un système d'enclave. Et donc du coup, de la même manière qu'ils font une instance A et une instance B, ils ont fait une enclave A et ils ont créé un système où vous avez un tunnel entre les deux. Donc c'est ce qu'ils appellent la local channel, ça utilise des VSOC, des virtual sockets, entre l'instance A et l'enclave A. Et donc du coup, voilà, vous allez pouvoir, à partir d'une instance, déléguer de la mémoire et du processeur à une enclave et traiter des informations à l'intérieur.
Et ça nous intéresse bien parce que chez Dashlane, ça nous résout pas mal de problèmes. Donc, je vais vous parler d'une problématique produit. Et là, on va rentrer dans on va dire la partie vraiment plus produit et moins technique de la présentation. Chez Dashlane, on a plein de fonctionnalités. Je vous en ai évoqué quelques-unes plus tôt. Mais on s'adresse pas seulement aux particuliers, on s'adresse aussi aux entreprises. Et pour les entreprises, l'une des fonctionnalités majeures pour n'importe quel service, c'est de pouvoir se connecter simplement dessus. Et en général, ils utilisent le SSO, ça veut dire Single Sign-On, et vous l'utilisez sûrement déjà chez Epitech, je pense. C'est simplement qu'avec une seule paire de login mot de passe, vous pouvez vous connecter à un ensemble de services. Donc par exemple, votre login, votre mot de passe, vous accédez à GitLab, à Slack, à Teams, etc. etc. Tous ces services. En général, quand on fait ça, on va avoir ce qu'on appelle un identity provider. Donc c'est le fournisseur d'accès sur lequel vous vous connectez avec vos logins SSO, qui va vous donner une preuve d'authentification. Donc c'est un document en général qui est signé, etc. Qui va prouver que juste vous êtes bien connecté. Vous allez donner ça au service en question et ce service va vous donner une session sur le service. Donc voilà, sur GitLab par exemple, vous vous connectez, vous montrez votre preuve d'authentification, vous récupérez une session, vous êtes connecté. Pour un gestionnaire de mot de passe, c'est légèrement plus compliqué. Les gestionnaires de mot de passe, si vous connaissez un peu, vous avez votre coffre-fort et globalement, il vous faut une clé. Cette clé, c'est ce qu'on appelle en général un master password, un mot de passe maître, que vous connaissez dans votre tête, vous l'écrivez, ça déverrouille le coffre, juste simple déchiffrement. Pour le SSO, du coup, vu qu'on va donner une preuve d'authentification et en échange, on espère une session, ça veut dire que le service, en échange de la preuve d'authentification, va vous donner le mot de passe de votre coffre-fort. Ça veut dire que si vous donnez votre preuve à Dashlane qui vous donne votre mot de passe plus votre coffre-fort chiffré, ça veut dire que Dashlane a la clé et le coffre. Ok ? Ça marche pas. Du coup, ça veut dire que Dashlane ne peut pas respecter ce qu'on va appeler l'architecture Zero Knowledge. C'est le simple fait qu'à aucun moment, on a suffisamment d'informations pour pouvoir accéder aux données de l'utilisateur. Donc si on a la clé et le coffre, évidemment, on a accès à tout. Donc pour pallier à ça, on a inventé ce qu'on appelle... Alors on a développé plutôt, puisque c'est un système qui existe déjà, un service de chiffrement qu'on appelle Encryption Service. Et c'est un service standalone qui va être hébergé chez nos clients. Et ce service, juste en l'échange d'une preuve d'authentification, va donner la clé. Ce qui fait que la clé est chez le client, nous on a les coffres-forts chiffrés, et on va voir juste après comment on arrive à déchiffrer le coffre-fort final. Un petit schéma. Donc vous avez l'identity provider, donc ça peut être, du coup en général c'est un SSO plus un Active Directory. Un Active Directory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un répertoire d'adresses, donc vous avez des Azure AD, des Okta, etc. qui fournissent ce service-là. Vous vous connectez du coup dessus, il vous donne une preuve d'authentification et vous allez l'envoyer à l'Encryption Service qui est du coup hébergé dans votre entreprise. Cet Encryption Service, il va parler au serveur de Dashlane pour récupérer des informations utilisateurs. Il va surtout récupérer une première partie de la clé qui est chiffrée, qui a été chiffrée par lui-même au moment de la création du compte, et il va récupérer un jeton. Le service de chiffrement va déchiffrer la partie A de la clé, puisque c'est lui qui l'a chiffrée initialement, et on va envoyer tout ça au client local. Le client local, c'est votre navigateur ou votre application mobile. Ensuite, grâce au jeton qui avait été envoyé, comprenez ça comme un mini système de session, on va parler au serveur de Dashlane pour récupérer la partie B de la clé qui, elle, est déchiffrée. Elle est en clair sur les serveurs de Dashlane, mais ce n'est pas un problème puisqu'on n'a pas l'autre partie. Et localement, on va du coup avoir la partie A et la partie B dans notre client. On va combiner les deux, reconstituer la clé finale et pouvoir déchiffrer notre coffre-fort. De cette manière-là, à aucun moment, les serveurs de Dashlane ont accès à suffisamment d'informations pour pouvoir déchiffrer le coffre-fort ou accéder aux données de l'utilisateur en l'occurrence. Et de la même manière, l'Encryption Service n'a pas toutes les informations. Il n'y a que le client local qui peut faire ça. Bon, ce système, il fonctionne, il est bien, il est implémenté, il tourne chez des clients, il n'y a pas de problème. Mais on a eu cette problématique qui est remontée de par nos sales et de par nos personnes qui s'occupent du produit, qui dit qu'on rate des deals parce que certains de nos clients B2B ne veulent pas installer le service de chiffrement chez eux. C'est un peu trop long à installer. Parfois, ils n'ont pas d'infrastructure. Ils espèrent acheter un produit qui fait que du cloud. Ils ont besoin d'avoir une infra chez eux.
Ça coûte de l'argent en plus, bah ouais, héberger des choses chez soi, ça coûte de l'argent. Et il faut gérer la sécurité, c'est-à-dire que ben, à chaque fois qu'on fait une mise à jour sur ce système-là, bah, il faut qu'ils le mettent à jour. Il faut qu'ils mettent à jour la machine en elle-même qui héberge le service. Donc voilà, c'est des coûts en plus et il leur faut du personnel en plus pour gérer ça, et c'est un problème. Et c'est là que vous voyez le rapprochement un peu avec les enclaves. On s'est tout de suite dit, bah tiens, on va pouvoir mettre ce service de chiffrement à l'intérieur d'une enclave. Et c'est là où on passe en phase de recherche et développement. Donc le concept est plutôt simple, on veut mettre le service de chiffrement à l'intérieur d'une enclave, comme ça l'enclave elle est chez nous, les clients ils n'ont plus rien à gérer et tout est dans une enclave. Bon, en vérité, ça s'est pas vraiment passé comme ça, hein. On a mis un peu plus longtemps avant de se lancer. Déjà, tout simplement parce que les enclaves dans le cloud, c'est officiellement sorti chez AWS en octobre 2020. À la date où on prend la décision, on est en décembre 2021. Donc ça fait à peine un an que la technologie est là, c'est pas très mature, il y a zéro documentation, pas de tooling, rien. Donc la décision elle n'est pas aussi évidente. Surtout qu'on sait qu'on a peut-être d'autres choix possibles pour faire ça, comme par exemple faire ce que certains de nos compétiteurs font, c'est-à-dire demander à l'administrateur d'une équipe de valider manuellement à chaque fois que quelqu'un se connecte pour faire une chaîne de confiance. Ouais, alors on s'est dit finalement les enclaves c'est plutôt pas mal parce que niveau confort d'utilisation et UX, c'est beaucoup mieux pour un utilisateur de se dire j'ai rien à gérer, c'est simple, ça fonctionne à chaque fois, il n'y a pas ce problème là. Et la dernière question qu'il a fallu résoudre avant de se lancer dessus, c'est de dire ben, en fait est-ce que nos clients ils vont faire confiance à des enclaves parce qu'on abstrait beaucoup de choses, est-ce qu'ils vont faire confiance à ce système là? Ben, en vérité, je réponds tout de suite à la question, puisque c'est ce qu'on a découvert à la fin en lançant le projet. Au final, c'est que bah, les clients qui veulent quelque chose de ultra sécurisé et qui font confiance à rien, bah, ils hébergent le système chez eux. Et que bah, pour la vaste majorité des clients, malheureusement, bah, ils font confiance à n'importe qui. Donc, du coup, voilà, non. Mais en tout cas, les clients font confiance, ils cherchent même pas la petite bête, ils savent que c'est un système euh, qui est costaud et qui a été aussi validé par des audits indépendants. Donc voilà, en général, ils font confiance. Donc cette question, elle était importante au début, mais elle n'a pas été un problème par la suite. Alors comment ça marche un peu la phase de recherche et développement en entreprise? En tout cas, je peux vous parler de comment on a fait chez Dashlane. Il faut imaginer que la phase de recherche, quand on a une idée et qu'on veut arriver à un objectif précis, qui était là de résoudre ce souci qu'avaient nos clients et potentiels clients. C'est un peu comme une histoire dont on est le héros. C'est-à-dire que en fait, vous développez une histoire et puis à des moments, vous avez dans des embranchements, vous devez faire des choix. Et bah, ces choix, ils arrivent petit à petit au cours d'investigation. Et pour valider certains choix ou en enlever certains, vous devez faire ce qu'on appelle des preuves de concept. Donc des POC en anglais, des Proof of Concept. Et ces POC, bah, c'est tout simplement des petits tests, des petites applications qui vont vous permettre de valider certains choix. Du coup, bah, petit à petit, en fait, vous construisez votre architecture, le projet final, en quelque sorte, auquel vous voulez arriver, juste en validant vos choix avec ces preuves de concept. Une fois que vous avez une architecture qui est à peu près solide et qui ressemble à quelque chose, il est important de faire, et nous c'est ce qu'on fait à chaque fois, une analyse de risque. Une analyse de risque, en fait, ça va être d'identifier tous les risques potentiellement liés à la sécurité, mais pas que, qui pourraient arriver à votre système. Ces risques, vous les évaluez selon, on va dire, pour simplifier, deux critères majeurs. Il y a plusieurs frameworks pour évaluer des risques, mais on va dire que si on simplifie, c'est globalement la chance que l'incident arrive, ou la facilité à laquelle il peut arriver, et l'impact que cet incident pourrait avoir sur votre système. Évidemment, quelque chose qui a beaucoup de chances d'arriver et qui a un impact fort, c'est quelque chose que vous voulez absolument résoudre comme risque. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez à peu près résolu votre liste de risques, que vous avez vos investigations, vos preuves de concept, toute votre documentation, parce que oui, documentez votre code. Je sais que c'est pas souvent en école, hein, mais documentez votre code, merci. Et vos archives aussi, c'est très important. Vous passez à la phase de développement. Et les phases de développement, en fait, vous allez tout simplement découper votre projet en petits bouts avec ce qu'on appelle, nous, des milestones, c'est-à-dire des étapes atteignables. Ces étapes atteignables, ça va être potentiellement des livrables à chaque fois. Donc la 1, vous allez livrer quelque chose, la 2, vous allez livrer quelque chose, et ça va pouvoir déjà être testé. Jusqu'à que vous arriviez en phase, par exemple, d'alpha, de bêta, etc., jusqu'à la mise en production.
Pour concevoir toutes ces petites milestones, ce qu'on fait en fait, c'est que juste qu'on va assembler nos POC et puis on va lier ça avec pas mal de code parce que bon, les POC ça reste toujours des petits trucs et on va rajouter tout l'écosystème autour qui va permettre de faire que c'est une vraie application de production. Nous, dans ce projet-là, par exemple, ce qu'on a fait à la fin, c'est qu'on a fait une bêta privée. On a testé avec un certain petit nombre de clients ou de clients potentiels qui voulaient se lancer dessus. Et on a validé en fait que tout notre système fonctionnait bien et parce qu'on s'intègre aussi avec des tiers, donc du coup c'était important pour nous de voir un maximum de choses pendant cette bêta. Et maintenant je vais parler d'une petite étude de cas et je vais prendre un peu d'eau avant. Ok. Donc, je vais vous parler d'une problématique technique qu'on a rencontrée pour vous parler quelque chose d'un peu plus technique et poussé. Donc vous avez en bas les appels réseau qui sont faits pour arriver de l'application cliente jusqu'à notre service de chiffrement qui est dans une enclave. Quand vous parlez à un service, en général, vous allez toujours parler en HTTPS parce que c'est le protocole le plus commun. Et vous allez parler de votre application cliente jusqu'à un load balancer, donc en français c'est un répartiteur de charge, donc c'est un petit serveur qui va répartir la charge entre plusieurs autres serveurs, puisque quand vous passez à l'échelle, forcément vous allez avoir besoin de plein de serveurs et pas que d'un seul. Et en général, dans la plupart des cas, le protocole HTTPS se termine sur le load balancer, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière le load balancer après, c'est en HTTP. Et là, donc par exemple, entre le load balancer, l'instance parente, donc notre machine virtuelle, c'est de l'HTTP, et après notre channel local dont on avait parlé, c'est une virtual socket entre l'instance et l'enclave. Et un truc très simple à remarquer, c'est que la connexion elle est sécurisée de point à point entre l'application cliente et le load balancer, mais qu'après ça, l'HTTP et les VSOX, c'est des protocoles qui ne sont pas sécurisés. Donc du coup, ça voudrait dire qu'un employé malveillant de Dashlane pourrait accéder aux données en transit, donc se mettre comme Eve ici, et intercepter le trafic et lire tout ce qui s'y passe. Ça serait vraiment problématique puisque on sait que dans le cas du SSO notamment, on va renvoyer le mot de passe du coffre-fort de l'utilisateur à un moment à travers ce channel-là. Du coup, voilà, problème technique, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un risque, clairement. On pourrait supprimer le risque. Bon, supprimer le risque, ça voudrait dire qu'on enlève carrément la connexion entre l'application cliente et notre enclave. Ça fait un peu que il n'y a plus de projet, quoi. On pourrait accepter le risque. Non, on ne peut pas accepter le risque. Tout simplement puisque, comme je vous l'ai montré avant, on a ce principe du zero knowledge qui est de dire on ne peut pas accéder aux informations des utilisateurs, on ne va rien savoir, donc du coup on ne peut pas accepter ce risque. Donc il nous reste juste à la mitigation en anglais, qui se traduit très mal en français. Donc on va dire mitiger le risque. Pour ça, on a testé plusieurs approches. La première idée qu'on a eue, c'est de dire, en fait, si l'HTTPS se termine sur le load balancer, c'est très bien en général pour la majorité des applications, puisque après, quand vous êtes dans votre propre sous-réseau et qu'il n'y a pas d'informations confidentielles d'utilisateur que vous voulez voir, c'est pas trop grave d'avoir de l'HTTP derrière votre load balancer. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire, en fait, la terminaison TLS se fait dans l'enclave directement. Donc ça veut dire qu'on a de l'HTTPS jusqu'au load balancer, puis dans l'instance, puis à travers la VSOC dans l'encryption service. Alors, en fait, on a trouvé des problèmes à cette solution-là. Il y en a plusieurs, mais il y en a une principale que je vais vous présenter. C'est que un certificat HTTPS, quand vous le créez, vous allez parler à ce qu'on appelle une autorité de certification. Ces autorités de certification, il y en a plein. Une des plus connues et qui est gratuite, ça va être Let's Encrypt. Et ces autorités de certification, en fait, c'est des grandes entités qui se connaissent bien entre elles et qui ont... c'est une licence très chère qu'il faut payer. Elles permettent en fait de garantir au navigateur que vous possédez bien en fait votre domaine et que vous avez le droit de créer une paire de clés, donc un certificat TLS-SSL pour ce domaine-là. Et la vérification, elle est très simple, elle se fait en général par une validation au niveau du DNS. Vous validez juste que vous possédez le domaine.
Un des problèmes qu'on a, c'est que un employé malveillant de Dashlane, encore une fois, pourrait remplacer le certificat, puisque oui, la majorité des ingénieurs serveurs ont accès au système de DNS pour pouvoir créer des nouveaux enregistrements dans le DNS par exemple. Et donc du coup, ils pourraient très bien dire, voilà, je vais tout simplement faire revalider le certificat, le remplacer, et après intercepter les communications. Et comme c'est une personne malveillante qui aurait généré la paire de clés, il aurait accès à la clé secrète pour pouvoir déchiffrer la connexion HTTPS et accéder au contenu à l'intérieur de la communication. Ça, c'est un problème qui est assez dur à résoudre. Il n'y a pas de très bonne solution ici. L'une des possibilités qu'on avait envisagées à un moment, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les logs des DNS, puisque en fait, la majorité maintenant des autorités de certification utilisent en fait un système de logs qui sont publics, donc on aurait pu vérifier publiquement que le certificat n'a jamais changé et du coup bloquer sur le client lui-même si jamais on voit que le certificat a été changé par un nouveau. C'est une solution qu'on n'a pas retenue du coup. Et on est passé à une solution beaucoup plus simple, c'est qu'au lieu d'utiliser une connexion avec un chiffrement point à point, puisque l'HTTPS c'est du point à point, on va utiliser un chiffrement de bout en bout, donc end-to-end. C'est ce qu'on a appelé, nous, un tunnel sécurisé. Et le but, en fait, ça va être de faire en sorte qu'il n'y ait que le client et l'enclave qui puissent déchiffrer les informations qu'elles s'échangent entre elles. Tout ça pour garantir la confidentialité, bien sûr, et l'intégrité des données. Donc comme on le voit sur le petit schéma en dessous, vous avez votre client qui peut être n'importe quoi, puisqu'on a utilisé une librairie qui s'appelle Lipsodium, qui est compatible avec la majorité des systèmes, donc que ce soit du Apple, de l'Android ou n'importe quel navigateur. C'est quelque chose qu'on peut implémenter là-dessus. Et en fait, on va utiliser les mêmes protocoles qu'on avait avant, sauf que tout ce qui va passer à l'intérieur, ce sera chiffré. Le dernier point qui est important aussi, c'est qu'en plus d'avoir la confidentialité et l'intégrité, notre système permet d'authentifier l'enclave auprès du client. C'est-à-dire que le client peut s'assurer qu'il parle bien avec une vraie enclave qui appartient à Dashlane et qui fait tourner le bon code. Ce système, il se base sur des PCR, et je vais vous détailler un peu plus ce que c'est des PCR. Des PCR, ça veut dire Platform Configuration Registers. Pour les enclaves, il y en a plusieurs. C'est très similaire à ce dont je vous ai parlé avec le Secure Boot. Ça va être tout simplement des mesures sur le code qui tourne dans l'enclave et de l'environnement de l'enclave. Il y en a ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. Ouais, non. 5 ou 6 plutôt. J'ai un peu de mal à compter, mais il y en a 6. Du coup, elle se base sur plusieurs choses. Ça va être l'intégrité du code à l'intérieur de l'enclave. Donc en fait, on va tout simplement hacher le code qu'on fait tourner à l'intérieur de l'enclave. Ça va être aussi sur le kernel, le kernel Linux qui tourne à l'intérieur de l'enclave, ou sur le rôle avec lequel on a lancé l'instance. Donc là, ça va être en fait le rôle de Dashlane, par exemple. Ou même l'image qui a permis de signer le certificat qui a permis de signer l'image finale de l'enclave. Donc ça, c'est un petit bout de code en Python, c'est pas très important, mais c'est un petit bout de code pour vous montrer en fait comment tout simplement on calcule le hash. En fait, on va prendre une string. Ici, c'est pour calculer la PCR3. Là, c'est le rôle. En fait, on va prendre le rôle sous forme de string, on va le hasher en SHA-384 et on va récupérer le résultat en hexadécimal. Et en fait, à chaque fois que l'enclave va communiquer avec un utilisateur, il va vouloir vérifier que c'est bien toujours la même chose. Encore un peu plus compliqué. Je suis désolé pour ceux qui... c'est un peu petit. Mais c'est pour vous donner un petit exemple de comment on peut vérifier du coup ces PCR-là et comment ils sont utiles.
En fait, ce qu'on va faire avant de créer le tunnel, donc c'est un échange de clés asymétrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la crypto pour cette présentation, donc je vais faire ça de manière très haut niveau, mais c'est, on va dire, un bon serrage de main. Donc vous commencez par envoyer un client hello depuis le client jusqu'au serveur et qui contient la clé publique de votre client que vous avez générée préalablement. Et côté serveur, vous allez vous aussi générer un identifiant pour votre client. Donc ça, c'est histoire de pouvoir le retrouver plus tard. Vous allez vous générer une paire de clés aussi asymétrique côté serveur. Et vous allez générer vos attestations, une attestation à partir de vos PCR. Une attestation, donc du coup, c'est un document qui est signé par la clé racine de chez AWS, donc la plus grosse clé qui est... donc évidemment, ils gardent la partie secrète dans un HSM chez eux, mais elle est publique et c'est la clé principale qu'on peut trouver facilement sur Internet. Il va signer un document qui contient la clé publique du serveur et les PCR de l'enclave. Il va renvoyer tout ça au client, et le client, du coup, il va valider tout d'abord en vérifiant la signature que cette attestation provient bien de chez Amazon. Et il va vérifier tout simplement les PCR qui sont à l'intérieur de cette attestation. Donc il va vérifier que c'est le bon code, que c'est bien une instance opérée par Dashlane, et qu'elle a bien été signée par Dashlane lui-même. Les certificats pour vérifier que c'est la bonne attestation et pour vérifier que c'est la bonne signature de l'enclave, c'est des choses qu'on embarque à l'intérieur de nos applications mobiles et de nos navigateurs web. Donc du coup, en fait, ils ont déjà le certificat pour pouvoir valider ça. Ensuite, en fait, on envoie ce qu'on appelle un terminate hello, donc on va envoyer le dernier petit bout de clé au serveur afin de terminer le serrage de main, le handshake avec l'enclave. Et à partir de la réponse du terminate hello, on passe dans l'encart vert qui est que de part et d'autre, vous avez un RX1, un TX1 et de l'autre côté serveur, un TX2, RX2. L'une de ces clés permet de chiffrer les informations pour les envoyer au serveur. Le serveur peut déchiffrer avec la clé opposée. Elle peut rechiffrer avec une clé, l'envoyer au client qui lui peut déchiffrer avec la clé opposée. Et là, du coup, vous avez un échange qui est sécurisé puisque vous savez à qui vous parlez côté serveur. Et toutes les données sont chiffrées à l'intérieur de ça. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit échange? La version plus simple. La version plus simple, c'est que la communication entre l'enclave et le client, elle ne peut pas être lue, donc on a garanti un premier point, la confidentialité. Les données ne peuvent pas être altérées parce qu'elles sont chiffrées et signées, donc on a l'intégrité. Le client est assuré de communiquer avec la bonne enclave, donc on a notre authenticité. Bien sûr, le serveur pourra demander au client de s'authentifier plus tard par un autre mécanisme, mais à l'intérieur du tunnel une fois établi. Et l'avantage de ce tunnel-là, c'est qu'il fournit d'autres garanties comme l'anti-rejeu. L'anti-rejeu, juste pour expliquer, c'est qu'on va mettre tout simplement un compteur à chaque fois qu'on fait des échanges. Et du coup, si on tente de rejouer la même transaction avec le serveur, on verra qu'on a déjà eu ce compteur-là. Et donc du coup, on refusera pour éviter d'avoir une attaque par rejeu. Voilà. Ça, c'était pour la petite présentation d'une étude de cas. Et je vais vous parler un peu du futur de cette technologie-là. Donc il y a plein de possibilités d'amélioration qu'on aimerait ajouter au système d'enclave dans le cloud. Donc évidemment améliorer l'outillage existant pour développer des frameworks notamment et pouvoir déployer des instances à l'intérieur d'enclave beaucoup plus rapidement. On aimerait aussi bien sûr traiter plus de données sensibles. Par exemple, un cas d'usage qu'on a nous, c'est les audit logs. Donc c'est à chaque fois que vous faites des actions sur votre compte, des actions notamment sensibles, l'administrateur de votre équipe, donc quand on parle pour du B2B, ils ont besoin de ces audit logs pour, en cas d'incident de sécurité, pouvoir retracer tous les logs et savoir ce qui s'est passé sur le système.
Évidemment, c'est des données sensibles qu'on ne veut pas voir nous en tant que Dashlane, qui sont parfois générées côté client, et on pourrait utiliser les enclaves pour faire ça. D'ailleurs, c'est un des projets sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Un autre cas d'usage qui est aussi intéressant et qui mélange un peu deux technos assez récentes, c'est d'utiliser du coup les enclaves pour faire tourner à l'intérieur des modèles de machine learning. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir déléguer à des enclaves le travail du coup de larges modèles, puisque les modèles qui sont très larges ne peuvent pas tourner sur des petits appareils, par exemple sur certains téléphones qui sont trop vieux. Et donc du coup, le fait de le faire à l'intérieur d'enclaves, ça permettrait de traiter des données sensibles tout en profitant du machine learning. Et ce serait top. Et c'est notamment aussi un des projets sur lequel qui est à l'étude chez nous. Alors la slide clé, si vous deviez retenir quelque chose de cette présentation, c'est d'abord une définition la plus condensée possible que j'ai essayé de faire d'une enclave. Donc une enclave sécurisée, c'est un composant isolant des opérations, donc pendant le run, et des données sensibles, donc ça, des données qui peuvent être stockées à froid, et en garantissant ainsi leur confidentialité et leur intégrité. Et plus spécifiquement dans le cloud, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir déléguer des opérations de cryptographie à l'enclave au lieu de les faire sur le device ou dans un serveur chez le client. Ça permet d'abstraire de la sécurité pour simplifier l'expérience d'utilisateur. C'est ce qu'on a vu notamment avec notre projet de dire voilà, on a du SSO, on ne veut pas le faire chez le client, on veut le faire chez nous. Ça simplifie l'expérience pour l'utilisateur au final. Et le dernier point qu'il faut retenir aussi, c'est que, comme disent les Anglais, c'est pas une silver bullet, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui résout tous vos problèmes. Notamment là, on va pouvoir protéger des informations qui sont traitées, mais il va falloir aussi protéger ces données pendant le transit jusqu'à l'enclave, c'est ce qu'on a vu avec l'étude de cas, et bien sûr protéger les données quand elles sont stockées à froid, c'est-à-dire dans vos bases de données. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, je prendrai les questions, bien évidemment. Vous avez un lien en bas, dashlane.com/students. Vous pouvez aller dessus avec votre adresse mail Epitech. Je ne sais plus combien on offre, 1 an, je crois, de premium gratuit pour tous les étudiants. Voilà, profitez-en. On recrute pas forcément, mais les candidatures spontanées sont appréciées. Donc voilà, vous pouvez toujours nous envoyer. Et puis sinon, il y a des offres d'emploi aussi sur notre site, donc vous pouvez toujours regarder ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Nickel. Et donc, comme d'habitude, on va prendre les questions s'il y en a. Alors, toujours. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Il faut que tu mettes plus proche. Ouais, merci beaucoup pour la présentation. J'avais 2 questions. La première, c'est les enclaves sécurisées que vous utilisez avec AWS Nitro, c'est ça? C'est des enclaves virtuelles, c'est-à-dire qu'il y a un hyperviseur qui pourrait potentiellement accéder aux enclaves, non? Non, la manière dont ils l'ont fait est totalement isolée et du coup l'hyperviseur peut pas du tout accéder à ça. J'aurais un peu de mal à le détailler là. Y a Amazon, ils ont un white paper qui explique tout ça, comment ils ont fait pour que eux-mêmes ils puissent jamais accéder à l'information. Mais oui, le cas est un peu plus spécifique que ce que j'ai présenté avec les enclaves d'Apple. Oui, et du coup, ma deuxième question serait, est-ce que vous utilisez ces enclaves sécurisées côté hardware, côté client, pour par exemple déverrouiller le coffre-fort avec des empreintes biométriques ou Ouais, bien sûr. Oui, les enclaves, du coup, ça, par contre, on utilise les API classiques, notamment sur mobile, qui nous permettent d'accéder, par exemple, chez Apple, à la keychain qui derrière utilise l'enclave. Et ça va nous permettre de stocker des jetons de session, par exemple, et des choses comme ça, ouais, côté mobile, carrément. On l'utilisait, Intel SGX, on l'utilisait quand on avait une application Windows. Pareil, pour stocker une session de manière longue durée. Mais vu que SGX a disparu du grand public globalement et qu'on n'a plus d'application Windows, voilà, on le fait plus. Merci beaucoup. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. J'avais une petite question qui peut paraître peut-être un petit peu bête, mais pourquoi la solution de tout simplement envoyer le coffre entier au client de manière chiffrée et que ça soit déchiffré côté client
Enfin, est-ce que c'est une solution qui pourrait être abordable ou sinon quels sont les problèmes qu'elle pourrait causer? Alors, est-ce que tu peux juste répète, je veux être sûr d'avoir bien compris. Bah, en gros, moi, ce que je vois dans ma tête, c'est le système, enfin le serveur pourrait envoyer le coffre complètement chiffré au client et le déchiffrement du coffre se ferait uniquement sur la machine du client avec la clé, avec le mot de C'est passe maître. exactement ce qui se passe dans le cas courant. Pour toi, si tu te crées un compte, le coffre-fort, ça a toujours uniquement déchiffré côté client. Mais du coup, enfin, j'ai pas vraiment compris le lien avec les enclaves. Si le coffre est chiffré côté Dashlane, pourquoi on peut pas l'envoyer tel quel? Enfin, quel problème de On envoie sécurité ça toujours le coffre-fort, on l'envoie toujours tel quel côté client. Le problème, en fait, c'est la clé. Comment tu déchiffres ce coffre-fort? Quand tu connais le mot de passe, qu'il est dans ta tête, tu vas écrire le mot de passe sur ta machine, ça veut dire que tu vas juste rentrer le mot de passe sur ta machine, ça va déchiffrer localement ton coffre-fort. Quand tu es avec un SSO d'entreprise, tu vas te connecter sur un autre système qui est distant. Et là, en fait, ce que ce système distant va te donner, c'est juste une preuve d'authentification. C'est pas un mot de passe. Tu peux pas t'en servir pour déchiffrer quelque chose. Du coup, après, il faut que tu parles à un système pour qu'il te donne le mot de passe. Et du coup, c'est notre système de service de chiffrement. Ce truc-là, avec ta preuve d'authentification, il va te donner le mot de passe qui va arriver sur ta machine et qui va déchiffrer localement le coffre-fort. Du coup, l'enclave, elle permet d'abstraire ça. C'est-à-dire que du coup, elle va faire ce service de chiffrement. On va envoyer la preuve d'authentification à l'enclave qui va, à travers le tunnel sécurisé que j'ai montré, renvoyer le mot de passe directement sur la machine. Et là, ça va déchiffrer le coffre-fort. Merci beaucoup. Il y avait une question devant. Merci pour la présentation. Je voulais vous poser une question. On a eu plusieurs présentations qui tournaient autour du RGPD, je crois, Patriot Act, ce genre de choses. Du coup, de ce que j'ai cru comprendre, vous pensez quand même, vous utilisez les serveurs AWS pour stocker des coffres-forts, c'est bien ça? Et ces serveurs-là, ils sont localisés où? Est-ce qu'ils sont... Ils sont, tous nos serveurs, ils sont en Irlande. D'accord. Voilà. Après, est-ce que c'est forcément lié au RGPD? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Après, nous, côté RGPD, là où on va avoir, on va dire, le plus de travail, ça va être quand on gère les paiements, les choses comme ça, ou même juste stocker l'adresse mail d'un utilisateur. Mais on va dire, au niveau des données sensibles qui pourraient stocker chez nous, c'est pas vraiment un problème parce que tout est chiffré. Chez nous, il n'y a que des choses chiffrées. Donc, D'accord. voilà. Donc oui, ça allait être ça. Du coup, ma question suivante, c'était par rapport au Patriot Act, ce genre de choses. Si les données sont chiffrées, puis quand bien même le gouvernement des États-Unis y a accès, ils peuvent pas les déchiffrer, c'est bien ça? Techniquement, ils ne peuvent jamais déchiffrer ces données-là, même s'ils accédaient au serveur, ils pourraient rien voir. Après, un État aurait la puissance de dire, en fait, modifiez tous vos clients, tout votre code pour mettre une backdoor à l'intérieur. Mm. Mais ça, il n'y a aucun fournisseur de logiciel qui peut qui peut empêcher ça. Et en fait, même la chose plus simple, c'est qu'ils appelleraient même pas Dashlane, hein. Ils prendraient Windows ou Apple et puis ils leur diraient voilà, mettez la backdoor là et puis c'est fait. Si ton système est corrompu, globalement tu peux utiliser n'importe quel, que ce soit un gestionnaire de mot de passe ou n'importe quoi d'autre, ton système il est corrompu, donc c'est fini. D'accord, merci. Désolé, c'est pas très positif comme, comme fin de phrase, mais voilà, protégez vos ordinateurs globalement. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on prend? Allez, ça sera... Ah, non, il y en aura deux. Vas-y. Tout à l'heure, on va avoir une conférence sur le quantique et je voulais savoir si vous aviez prévu en R&D pour les clés et notamment le chiffrement du coffre, comment être robuste aux ordinateurs quantiques. Ouais, alors plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que oui, on a déjà commencé des recherches, on a sorti quelques papiers dessus, on a sorti aussi des preuves de concept dessus, donc on a tout un site sur GitHub, vous pouvez aller voir sur notre GitHub, on a testé tous les algos en post-quantique. La première chose qu'il faut savoir par rapport aux gestionnaires de mots de passe, les gestionnaires de mots de passe sont résistants aux ordinateurs quantiques déjà. Parce que tous les chiffrements AES sont déjà résistants en symétrique au quantique. La problématique va être sur tous les chiffrements asymétriques, donc par exemple quand vous partagez un mot de passe avec quelqu'un. Et c'est là où les algorithmes post-quantiques comme par exemple Falcon vont permettre de protéger ça. Nous, la solution qu'on
qu'on a déjà testé et qu'on va mettre. C'est un peu tôt puisqu'il y a encore beaucoup de discussions au niveau de quel algorithme va être l'élu en fait, va être élu par la communauté pour être implémenté. Mais globalement, l'idée, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un algorithme de chiffrement post-quantique plus du RSA et on va combiner les deux, ce qui fait que s'il y en a un qui pète avant l'autre, on sera quand même protégé par au moins un algorithme. Alors, je crois pas que les algorithmes post-quantiques utilisent ça, mais je pense qu'en RSA, ouais, tu peux utiliser ça. Il faudrait que je vérifie clairement, mais je pense pas que ça soit une solution. C'est un peu plus complexe que ça sur les algorithmes post-quantiques. Je suis désolé, j'ai une troisième question. Du coup, ouais, je suis là. Ouais, c'est bon, j'ai cherché des yeux. Merci. C'était comment est-ce que chez Dashlane, vous pouvez garantir aux clients qu'il se passera pas ce qui s'est passé avec LastPass, c'est-à-dire qu'il y a un raté dans la chaîne de certification, enfin dans la chaîne d'authentification. Il y avait un admin système qui s'était fait compromettre son ordinateur et il y avait plein de mots de passe qui avaient fuité. Ouais, alors déjà il n'y a pas de mot de passe qui a fuité chez LastPass, c'est pas pour les défendre mais quand même un peu. Ce qui a fuité effectivement c'est les coffres-forts chiffrés. La grosse problématique quand un coffre-fort chiffré fuit, c'est que si jamais il était protégé par un mot de passe maître qui était trop faible, on pourrait techniquement le brute force et à terme dans quelques années ils vont peut-être arriver à brute force certains coffres-forts. Mais en l'état, il n'y a pas eu de données en clair qui ont fuité de chez eux. Il y avait peut-être dans leur table des informations un peu sensibles qu'ils n'avaient pas chiffrées. Nous, par contre, on les chiffre toutes. Il y a très très peu d'informations qui sont en clair et pas d'informations qui pourraient vraiment identifier les utilisateurs. Après, pour répondre à ta question initiale, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ça va être au niveau de l'administration IT, comme on pourrait faire dans n'importe quelle entreprise. C'est juste des bonnes pratiques. Tous les ordinateurs ont des disques chiffrés. On n'utilise que de l'authentification forte. Nous, par exemple, tous nos services, on ne peut que y accéder qu'avec du fingerprint ou des YubiKey. Il n'y a pas moyen de taper des codes. Il n'y a pas de double authentification avec des pushs qu'on doit accepter. Ça a tout été enlevé. On ne fait plus ça. Voilà. C'est vraiment que de la bonne pratique et de la sécurité en entreprise pour éviter que ça puisse arriver. Au moins, vous voyez que depuis le premier jour, on parle beaucoup de sécurité. Donc, je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on en parle un peu en fond. Mais là, je vois que dans ces 3 jours, globalement, tous, à chaque fois, on en a parlé, que ce soit logiciel ou matériel. Au moins, c'est bien parce qu'en termes de dev, vous comprenez aussi votre rôle hyper important dans toutes les phases du projet. Et tout est sécurisé. Et c'est vrai que ce matin, on a eu un peu une conférence sur l'aspect sécuritaire. Et c'est vrai que limite, on disait qu'il va un peu loin. Et là, tu es en train de nous ramener dans le réel en disant, effectivement, ce sont des clés que tu utilises réellement et tout ça. Donc, effectivement, preuve que ce qu'il a dit ce matin aussi, ça existe réellement, notamment dans des boîtes comme Dashlane. Top. Il n'y a pas d'autres questions ? Génial. Merci à tous. Merci beaucoup, Corentin. Merci à vous.